Bien sûr. Alors, réaction sur ce sujet, et puis point de vue des fonds d'investissement. Jean-François Boulier d'abord, qui est interpellé sur les fonds monétaires, et puis ensuite M. Védier sur les fonds souverains. On terminera sur les opportunités d'investissement, si j'ai bien compris, face à la crise. Jean-François Boulier. Donc j'ai une présentation. Est-ce que vous voulez bien me passer les slides? Merci, oui, de me donner l'occasion d'intervenir. Je vais intervenir sur un tout petit morceau du marché financier, mais qui a, dans cette crise, montré tout son enjeu, surtout quand il ne fonctionnait pas, n'est-ce pas? Je suis complètement incrédule dans l'idée que les marchés peuvent s'autoréguler tout seuls. Et nous l'avons vu dans le cas des... Voilà, vous pouvez passer à la première slide. Dans le cas des fonds monétaires. Alors, de quoi s'agit-il? Ce sont de gros marchés. Aux États-Unis, 3 500 milliards de dollars. En France, 600 millions d'euros. Ça représente à peu près un quart des fonds en Europe. C'est des fonds qui ont évidemment un rôle clé dans le huilage de l'ensemble des transactions à court terme. La crise a mis à mal ces fonds avec un certain nombre de problèmes, des problèmes de liquidité parce que un certain nombre de fonds n'étaient pas en mesure de vendre les actifs qu'ils avaient dans leur portefeuille pour apporter la liquidité qui était demandée par leurs clients, des problèmes de valorisation parce que certains de ces actifs sont devenus sans prix parce que les marchés ont disparu, et donc des problèmes d'affichage, de performance, puisque sans valeur de marché, plus de performance, et donc plus de performance, une incertitude supplémentaire. Certains fonds ont eu des accidents, il faut le dire. Un certain nombre de fonds monétaires dynamiques, en particulier en France, ont poussé le bouchon trop loin. Il n'y a pas d'autorégulation dans le marché. Quand on veut faire un petit peu plus de performance, un quart de point de base sur un mois, un quart de point de base sur un mois. Un certain nombre de ces acteurs ont poussé la maturité des actifs qu'ils avaient dans les fonds trop loin. Le jour où la liquidité sur ces actifs a disparu, le marché a disparu et évidemment, les clients n'ont pas pu être remboursés. Les fonds ont fermé. Vous le savez, c'était dans la presse. Un grand nombre de ces fonds, une douzaine, étaient parmi les plus performants. Donc, la League Table a tout simplement généré un désastre. Donc, il y a une impossibilité pour le marché de s'arrêter tout seul. Et donc, il faut trouver les moyens d'encadrer Alors, ceci n'est pas le simple cas de notre beau marché. Notre beau marché sait faire des bêtises, mais d'autres savent le faire, et un certain nombre de problèmes aux États-Unis ont été également tout à fait manifestes. Il faut dire que pendant cette crise, nous avons vu fonctionner aussi les fonds monétaires qui sont devenus une valeur refuge parce qu'un certain nombre de fonds, les fonds de pension, mais les fonds mutuels tout simplement, voire les particuliers, se sont tournés massivement vers de l'épargne courte, d'ailleurs en Europe fort bien rémunérée, ce qui pendant un certain temps conférait non seulement le confort mais en plus la performance, ce qui est un peu absurde dans une situation de crise, mais les fonds monétaires ont donc connu de très grands apports. Alors pour vous donner un petit exemple de fonctionnement, je voudrais qu'on regarde sur le graphique suivant. Vous allez voir Non, avant, voilà. C'est les souscriptions rachats dans un fonds monétaire. C'est donc l'ensemble des ordres d'achat ou l'ensemble des ordres de vente d'un fonds monétaire mois par mois. Et ceci rapporté à la taille du fonds. Alors, comme vous pouvez voir, en moyenne, on est à quelque chose comme 40 à 50%. Donc, tous les mois, il y a 40% du fonds qui tourne parce que des acheteurs se sont portés vendeurs de leur part et parce que de nouveaux acheteurs ont souscrit à ces parts. D'accord ? Donc, le taux de rotation de ces portefeuilles, c'est en gros de l'ordre d'une fois tous les 2 mois et demi. C'est dire le brassage qui se passe au travers de ces fonds monétaires. Ces fonds monétaires sont un lieu de transformation de liquidité considérable. Et donc, s'il y a un os, c'est-à-dire que s'il n'y a pas à l'actif des actifs suffisamment liquides pour pouvoir fournir ce besoin de liquidité aux porteurs, les particuliers, les entreprises, les institutions, eh bien, ça va coincer. Et de fait, c'est bien ce qui s'est passé. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder quelques pistes pour que, dans le futur, les choses aillent mieux.
Alors, une des premières pistes sur lesquelles nous avons réfléchi, et oui, je crois, une des choses qu'a dit Arnaud, je crois au dialogue entre la profession et le régulateur. C'est comme ça qu'on arrive à trouver des solutions, et à trouver des solutions qui sont acceptables par le régulateur, qui prend forcément un contre-pied, mais qui ne prend pas un contre-pied systématique à toutes les propositions qui viennent des professionnels. Et nous avons travaillé là-dessus en nous disant qu'il était nécessaire de mieux encadrer l'activité et, par exemple, d'imposer aux gérants des portefeuilles monétaires de ne pas investir dans des titres trop longs, puisque ça avait été un des facteurs de difficulté qui a été rencontré dans la crise dès 2007, comme l'a rappelé Arnaud. Donc, voilà une direction dans laquelle nous nous sommes engagés avec l'AMF, ce qui n'empêchera pas d'ailleurs, sans la régulation, les professionnels à pousser vers un certain nombre de labels, des fonds de liquidité, des fonds d'État. Et donc, le régulateur n'est pas forcément le seul à mettre un cadre. On peut envisager à un certain moment que la pression de l'acheteur amène à un cadre. Je pense qu'il est également nécessaire de mieux spécifier ce que sont les fonds monétaires dynamiques. C'était commode de les appeler monétaires dynamiques parce qu'ils donnaient l'illusion qu'ils étaient comme des fonds monétaires, mais qu'ils étaient plus performants que les fonds monétaires. La réalité, c'est qu'ils ne peuvent pas être aussi liquides que les fonds monétaires parce que la recherche de performance est antagoniste à la recherche d'une grande liquidité sur les actifs. Donc ces éléments-là, également en classification européenne, sont nécessaires pour que l'innovation qui se produit trouve un cadre suffisamment clair et qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit des acheteurs, le particulier, mais également les acheteurs institutionnels. Une troisième idée, pour peu orthodoxe qu'elle paraisse, et me semble-t-il tout à fait importante à la lecture de ce qui s'est passé. Pourquoi ne pas rendre certains fonds monétaires éligibles au refinancement des banques centrales? Pourquoi ne pas briser ce monopole des banques? Aujourd'hui, les banques utilisent cette liquidité à ce qui leur semble bon. Si elles ont un problème avec un Special Purpose Vehicle, avec un fonds qui n'a pas de la liquidité, elles vont faire usage de la liquidité comme bon leur semble. Bien entendu, c'est elles qui ont jouissance de façon monopolistique de cette liquidité. En brisant ne serait-ce qu'un petit peu ce monopole et en faisant en sorte que, par exemple, les très grands acteurs du marché monétaire, que sont les fonds monétaires, puissent avoir eux aussi accès à cette liquidité banque centrale, je crois qu'on ne dévoie pas leur rôle, mais en plus, on diversifie les canaux d'apport de liquidité dans l'économie et on régule, je pense mieux, l'oligopole ou le monopole qui s'est produit au sein de banques, acteurs qui ont tout été mis en difficulté, pour d'autres raisons peut-être, mais dont le fonctionnement dans le marché monétaire a été particulièrement mauvais et pour lequel nous avons besoin de substitution. Merci Jean-François.